ils étaient au plus mal. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Et à partir de là, ça a été une déchéance. Je ne mangeais plus du tout. Je ne pouvais plus assumer mon travail. Je ne faisais plus rien que de me morfondre sur moi-même. On tombe dans une solitude, on tombe dans un vide. Je dormais plus, j'avais du mal à communiquer, je pleurais tout le temps. Ils étaient même sur le point d'en finir avec la vie. Je n'avais plus envie de vivre, j'étais de plus en plus dans le noir. Quand j'ai vu la fenêtre grande ouverte, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis senti comme happé et je suis passé par la fenêtre. Et donc je me suis retrouvé raccroché par les phalanges sur le bord de la fenêtre. Mais le destin a placé sur leur chemin une bonne étoile. Je l'ai regardé, je me suis dit, oh, il est bien. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Quand j'ai vu cette personne, j'ai fondu en moi-même. Des sensations qui revenaient de bouillonnement. Est-ce que vos pulsions suicidaires ont disparu? Oh là, complètement. Et aujourd'hui, ils ont retrouvé le sourire. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les hommes et les femmes que nous recevons aujourd'hui n'avaient plus goût à la vie suite à une rupture amoureuse ou à cause d'une solitude extrême. Ils avaient pris la décision d'en finir pour de bon avec cette existence qui était devenue trop lourde à porter. Mais le destin en a décidé autrement et a placé sur leur route une bonne étoile au moment où ils étaient au plus bas. Ils vont nous raconter comment cette rencontre déterminante les a finalement empêchés de commettre l'irréparable. Et puis juste après, Geneviève nous donnera de ses nouvelles dans l'histoire continue. Mais d'abord, ouvrons notre première partie, une vie au goût amer, et saluons Chantal. Bonjour. Que vous inspire le titre de notre première partie, Chantal? C'est suite à une rupture en juillet 2010. Je me suis retrouvée donc seule et je me suis séparée d'avec mon mari. Avec lequel vous aviez vécu combien d'années? 20 ans. 20 ans, une petite fille. Et donc, je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Et à partir de là, ça a été une déchéance. Donc cette situation, vous l'avez subie et non pas choisie, j'imagine. Absolument, absolument. Donc vous vous êtes laissé aller et vous êtes... C'est plus que laissé aller, dans le sens où j'avais absolument plus goût à la vie, j'avais plus envie de me raccrocher à quoi que ce soit. Mais parce que vous ne vous y attendiez pas du tout à cette rupture? Oui et non. Oui et non. Mais du moins aussi brutalement et aussi définitive, non. Comment vous envisagiez votre futur après cette rupture? Oh là là, c'était plus possible. De toute façon, rien ne me raccrochait. Donc, j'avais... Mais c'est venu petit à petit, je veux dire. Au départ, on se raccroche à rien, on n'a plus envie de quoi que ce soit, on tombe dans une déprime, on tombe dans une solitude, on tombe dans un vide et on ne voit plus d'avenir en soi. Est-ce que vous envisagiez encore un avenir amoureux? Surtout pas, parce que comme j'ai été mariée à un homme pendant 20 ans, à un homme de 8 ans de moins que moi, avec le temps, d'une part, et avec les problèmes liés aux femmes, à savoir la ménopause, on a d'une part des réflexions, d'autre part des choses de la vie qui font que on se sent plus femme. On n'a plus envie on n'a plus envie d'être coquette, on pense pas qu'on va pouvoir plaire.
Et étant donné aussi qu'à notre âge... Mais vous aviez quel âge à ce moment-là? 53. 53 ans. Et étant donné aussi que l'entonnoir se ferme, hein, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes, d'une part. D'autre part... Il y a plus de femmes seules à cet âge-là et oui, que d'hommes disponibles. Tout à fait. Oui, certainement, tout à fait. probablement. Oui, en plus, on m'a dit que les hommes qui étaient libres, qui étaient bien, ils étaient pris, ils n'étaient pas libres. Donc, voilà, Donc vous brassiez toutes ces idées noires au point Voilà. que cette douleur est devenue insurmontable. elle est devenue, oui, je pensais que je ne pourrais plus plaire, que je ne pourrais plus trouver quelqu'un. Que Donc vous êtes allé consulter? Alors, je suis allée voir un médecin parce que je broyais du noir. Donc, je suis allée voir un médecin qui m'a donné des antidépresseurs. Et ça, en fait, ça n'a pas suffi. Puisque en juillet 2010, j'ai fait une tentative de suicide. Et vous avez rouvert les yeux le lendemain matin. Vous vous trouviez où quand vous avez rouvert les yeux? J'étais chez moi et en fait, c'est mon ex-mari parce qu'il faisait du télétravail, donc il m'a trouvée à la maison inanimée, qui m'a mise sous la douche et qui ensuite a appelé les secours. Est-ce que vos idées noires avaient disparu à ce moment-là? Non, parce que, c'est-à-dire que bon, j'ai été amenée une journée à l'hôpital. À la suite de quoi, le soir, j'ai vu un psychiatre, puisqu'on ne peut pas sortir d'un hôpital après une tentative de suicide sans avoir consulté un psychiatre. Et je lui ai dit que non, je n'avais pas du tout envie de récidiver. Mais je savais très bien dans ma tête que de toute façon, je recommencerais. Et puis finalement, quelqu'un vous a redonné le sourire et l'envie de vivre. Vous avez fait une rencontre? Alors, j'ai fait une première rencontre et qui ne s'est pas bien passée. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ça a duré combien de temps? Oh, ça a duré quand même 1 an. Et ça m'avait donné d'un côté l'espoir de pouvoir faire quelque chose. D'un autre côté, il était loin, donc je ne me rendais pas compte réellement de la vie à deux que ça pouvait engendrer. Et quand je me suis aperçue avec le temps, j'ai cassé. Vous étiez? J'ai cassé parce que je ne pouvais plus vivre ce que je vivais. Et hop, un deuxième Donc cette rupture désespoir. a ramené des idées noires. Absolument. J'ai à nouveau recommencé alors à ne plus manger, à ne plus dormir, parce que bon, c'est tout un ensemble, c'est tout un état. Et vous êtes tombé encore plus bas? Alors, la première fois? Non, pas vraiment plus bas, parce que en fait, je l'avais programmé dans le temps. Et donc, je l'avais programmé. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais en finir, mais avant d'en finir, je vais régler certains problèmes. Je vais régler certaines affaires en cours, certaines choses. Et en même temps, je vais récidiver en calculant mieux mon coût. Parce que la première fois, je m'étais quand même ratée. Et puis, vous avez même une drôle d'idée. C'est que vous avez eu envie de quitter ce monde après avoir... C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion Je connaissais quelqu'un qui était en Martinique. Donc j'ai eu l'occasion de partir quelques jours 17 jours en Martinique. Et je me suis dit, c'était la première fois que je faisais un voyage. C'était la première fois que je faisais un si long voyage. Et je me suis dit, oui, Mais avant ce voyage, vous avez réglé des modalités administratives? J'ai réglé des modalités administratives. Je voulais régler tout ça pour ma fille. D'accord. Voilà, je ne voulais pas qu'elle ait des ennuis, qu'elle ait des problèmes, qu'elle ait à régler quoi que ce soit. Elle n'a que 20 ans. Donc c'était trop jeune à mon sens. Donc vous avez tout réglé, aux problèmes administratifs, de voiture, d'assurance, tout. Voilà, j'ai mis les comptes à nos deux noms. J'ai fait un certain nombre de démarches pour lui faciliter la vie. Et puis donc, vous vous dites, avant d'en finir, je vais m'offrir un joli voyage. Voilà, je vais partir ne serait-ce que quelques jours, 2 semaines et demie. Et
Donc vous faites votre valise pour ce grand voyage qui devait être le dernier de votre vie. Et c'est dans le bus qui vous menait à l'aéroport que le destin vous a envoyé un petit signe. Comment ça s'est manifesté? Voilà, c'est-à-dire que je prends le bus pour aller à l'aéroport, prendre l'avion, et dans le bus, ma valise à roulettes, elle s'en va. Elle fait des siennes dans le bus, il freine, elle fait des siennes, donc un monsieur prend ma valise et me garde ma valise. Et il me demande mon numéro, et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment cette rencontre s'est avérée être déterminante pour la suite des événements. Mais avant que vous nous racontiez la suite, on va saluer Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue. Bonjour Sophie. Bonjour Yvonne. Alors, une première réaction peut-être au témoignage de Chantal? Alors, Chantal exprime toutes les étapes qu'on traverse lors de ce qu'on appelle une crise suicidaire. D'abord, un sentiment d'inutilité, une rupture amoureuse, une dépression qu'on appelle vulgairement une dépression réactionnelle parce que c'était suite à une rupture amoureuse, un sentiment d'inutilité, je ne compte pour personne, personne ne m'aime, personne ne me regarde, personne m'entend, et donc une haine entrée mais terrible de soi, une incapacité à se supporter. Ça, c'est une première chose. Suite à cette incapacité à se supporter, fleurit un petit peu au fond de vous une idée, la pensée du suicide. Et ensuite, je vais le faire, et ensuite je le programme. Parce que ce qu'on entend chez Chantal, c'est qu'elle a programmé son suicide. Mais c'est même pas une idée de mort, c'est une idée d'apaiser sa souffrance. Je quitte ce monde pour aller dans un autre monde. D'ailleurs, la valise, elle vous guide quelque part. Mais en tout cas, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de mettre un terme à quelque chose qui est intolérable, à votre souffrance que vous n'arrivez pas à dire, à communiquer, et vous vivez ça pour vous, d'une manière mais terrifiante. Alors ça, c'est la crise. Et souvent, vous avez récidivé. Pourquoi? Parce que la première fois, ça n'a pas marché. C'était un appel au secours. Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on va se rater. On ne pense pas qu'on va se rater, mais on ne pense pas à l'idée de la mort. Personne ne peut penser qu'est-ce que sera notre mort. On veut juste en finir avec la souffrance. Partir. C'est-à-dire que déjà, la première fois, quand je l'ai fait, que j'ai donc pris les cachets, je savais très bien ce que je faisais, sauf que j'avais un vide total, absolument un vide. Et je voyais ces cachets, bon, je les ai avalés. Et une fois que ça a été fini, je me suis dit, bon, je me couche et c'est fini. Voilà, je suis partie dans cet état de fait, c'est fini d'un côté, et de l'autre côté, ce que je vais trouver, ça ne peut pas être plus horrible qu'ici. Et bien voilà, donc c'est un passage, c'est la quête du passage. Et bien souvent, chez ce qu'on appelle les suicidants, ceux qui ont l'intention de mourir, il n'y a pas du tout l'idée de la mort, il y a vraiment l'idée d'un apaisement. Et d'ailleurs, quelques jours ou 48 heures avant de passer à l'acte, avant la programmation, ils ont une espèce d'euphorie parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Or, vous, dans votre programmation, vous n'avez plus rien à perdre, donc vous êtes partis en voyage. Alors, vous nous direz tous les uns et les autres si vous avez l'impression qu'il y a un petit ange gardien qui veille sur vous, parce que c'est quand même très étonnant, vos témoignages. En l'occurrence, c'est une valise à roulettes, quand même, qui a changé votre destin. Donc, c'est quand même assez dingue. Bonjour Alain. Bonjour. Comment vous réagissez à l'histoire de Chantal? Je suis très ému par son histoire, et moi aussi, donc je suis sujet à la dépression, et moi aussi j'ai fait une tentative de suicide. Alors, pour mieux comprendre comment vous en êtes arrivé à ce geste désespéré, on va remonter quelques années en arrière. C'est à l'âge de 20 ans que les premiers signes de votre dépression sont apparus. Quelle était la raison principale de ces épisodes dépressifs? C'était qu'à l'âge de 20 ans, je ne savais pas, j'ai eu à un moment donné, quand j'ai fait mes études, je me suis retrouvé à faire mes études, mais ça ne me plaisait pas. Qu'est-ce que vous faisiez comme études? Je faisais action commerciale, un BTS. Et pourquoi ça ne vous plaisait pas? C'est pas vous qui aviez choisi? Non, parce qu'en fait, j'avais déjà fait une première année de fac. Et avec mon papa, on s'est pris un petit peu la tête. Et lui voulait que je fasse le BTS, parce qu'il était prévu avant. Et moi, il me restait juste à passer 20% de mes partiels pour valider l'année de fac.
Et il me dit non, à la fac, non, c'est pas bon, etc., etc. Je te vois mieux dans le commercial, fais ton BTS. Et donc, je suis rentré dans une école privée. Et puis, dans cette école privée, je me suis retrouvé complètement perdu. Perdu, à pas savoir quoi faire. Il y a des matières que je ne connaissais pas. Et de prendre cette action commerciale, hein, ça me faisait peur. Et c'est là que ça a craqué, quoi. Donc je rentrais chez moi le soir dans le train à me dire qu'est-ce que je vais faire de l'avenir, qu'est-ce que je vais faire. Donc perdu, au point de ne plus manger, de ne plus dormir. Voilà, j'ai perdu 8 à 10 kilos pendant un mois à peu près. Donc je ne dormais plus, j'avais du mal à communiquer, je pleurais tout le temps. Et mes parents, à un moment donné, se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Qui a finalement tiré la sonnette d'alarme alors que votre état psychologique se dégradait de jour en jour? C'est un peu moi et mon médecin traitant de l'époque, qui, ne voyant pas ce qu'il pouvait faire de moi, m'a envoyé chez un psychiatre. Et donc, chez le psychiatre, j'ai commencé un peu à parler, à dire ce qui n'allait pas, etc., etc. Ça vous a fait du bien? Vous vous êtes senti mieux? Oui, je me suis senti mieux sur un laps de temps. Mais après, j'ai replongé un peu plus bas et jusqu'à ce que je prenne qui me donne un traitement plus conséquent. Pourquoi vous avez replongé plus bas? Quelle était la cause de cette souffrance que vous aviez au fond de vous et que vous n'arriviez pas à exprimer? La cause... Est-ce que c'était simplement une mauvaise orientation à la fac pour vos études? Est-ce qu'il y avait autre chose de plus profond? Non, il y avait quelque chose de plus profond, le fait de l'homosexualité. Que vous n'osiez pas... Que je n'osais pas affirmer, voilà. Donc pas de coming out, personne n'était au courant? Pas de coming out. J'ai dit à ma mère la première fois... Mais vous osiez la vivre ou vous ne vous l'avouiez même pas à vous-même? Non, je ne me l'avouais même pas à moi-même. Non, c'était une période difficile. Vous avez finalement fini par faire votre coming out, comme on dit? Oui, je l'ai fait en 96 auprès de maman. Comment a-t-elle réagi? Sur le moment, elle m'a dit c'est pas trop grave. Bon, vous êtes fils unique? Non, j'ai 2 frères. Ouais. Vous êtes le dernier? Je suis le dernier. Et votre père, comment il a réagi? Mon père l'a su 4 ans après. Ma mère avait gardé le secret pendant 4 ans. Et mon papa l'a mal pris. Il a été déçu du fait que j'étais homosexuel. Et puis, mais par contre, une fois qu'il a été au courant, il a compris le mal-être que j'avais au fond de moi. Et je peux dire que maintenant, par rapport à l'homosexualité, j'ai des parents qui l'ont très bien accepté et qui le vivent beaucoup mieux maintenant. Alors, quand vos parents ont enfin accepté le fait que vous soyez homosexuel, est-ce que votre état psychologique s'est amélioré? J'avais toujours cette... c'est une question un peu... Il y a eu une annonce bouleversante, je crois, qui vous a fait replonger. Oui, qu'est-ce qu'on vous a appris? Tout à fait. J'ai appris que j'étais séropositif. Et puis après quoi, j'ai pris une trithérapie. Et puis avec la trithérapie, ça a eu un impact sur moi dans le sens que le traitement antidépresseur n'agissait plus comme il aurait dû le faire. Et j'étais toujours aussi bas, quoi. Voilà. Donc vous avez enchaîné des périodes sombres pendant 4 ans, au point de demander à être interné quand même. Oui. Parce que... Ça s'est passé un vendredi matin. Je suis allé voir un médecin avec une amie. Donc j'ai demandé personnellement à être interné. Après quoi, donc, je suis allé voir le psychiatre qui me suivait à l'époque. Et le psychiatre m'a dit... Alain, vous me téléphonerez lundi, donc c'était le vendredi, vous me téléphonerez lundi et lundi, s'il y a une place de disponible, on vous mettra à l'hôpital. Donc ça, c'était le vendredi matin, le vendredi pendant la journée. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après cette demande d'internement? Le dimanche, je suis parti le matin, je suis parti me promener. Et plus je revenais vers la maison, plus j'avais envie d'en finir avec la vie. Et je suis
Je suis rentré chez moi et j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre une corde pour me pendre. Et j'ai monté les escaliers de la maison pour aller fermer, parce que ma fenêtre de chambre était ouverte. Et quand j'ai vu la fenêtre, j'ai été comme happé dans un geste incontrôlable, indéfinissable. Je suis passé dessus la fenêtre. J'étais accroché. À quel étage? J'habite au 2e étage. Du moins, la maison a deux étages, plus un niveau de garage. Donc ça fait à peu près une hauteur de 5-6 mètres. Et donc je me suis retrouvé raccroché par les phalanges sur le bord de la fenêtre. Alors vous nous direz tout à l'heure qui vous est venu en aide à ce moment précis et comment vous avez réussi à reprendre le dessus sur votre mal-être. Mais avant, on va écouter l'histoire de Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Comme Chantal et Alain, vous aussi, vous avez connu la solitude et un mal-être profond. À quel moment les premiers signes de votre dépression sont-ils arrivés? C'est arrivé, on va dire, à la séparation de mon couple. Et Après combien d'années de vie commune? 25 ans. Je me suis retrouvé seul parce qu'on ne s'entendait plus. Voilà, donc je me suis retrouvé seul. J'ai plus d'enfants, plus de femmes. Je me suis retrouvé seul dans une pièce, dans un appartement, un petit studio de 10 mètres carrés, quoi. Et là, j'ai commencé à dépérir de plus en plus, perdant beaucoup de crédibilité, on va dire, de mon travail, perdant beaucoup de choses qui m'étaient bien acquises. Donc je me suis retrouvé de plus en plus seul. Donc vous aviez quitté votre travail? Le travail, c'est le travail qui m'a quitté, on peut dire. Oui, parce que je n'avais plus de travail, le fait de ne plus pouvoir assumer ce que je faisais. Parce que j'avais toujours cette idée en tête d'être seul, de rentrer le soir seul dans une pièce, regarder 4 murs. Et ça m'a détruit de plus en plus. Et à quel point, justement, votre état physique et psychologique était-il devenu inquiétant? Il est devenu inquiétant au moment où j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Beaucoup. J'ai perdu à peu près en 6 mois, même un peu moins de 6 mois, 42 kilos. Je ne mangeais plus du tout. Je ne pouvais plus assumer mon travail. Je ne faisais plus rien que de me morfondre sur moi-même et de me sentir inutile en tout, quoi. Donc je restais enfermé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé là? Vous êtes allé consulter? Je suis allé consulter parce que j'avais des problèmes de fonctionnement de côté. J'avais tout un côté qui paralysait. Et je suis allé donc consulter un docteur qui en a déduit par beaucoup de choses que j'avais eu. C'était une accumulation de tout ce qui m'était arrivé dans la vie et qui faisait que j'avais un choc neurologique. Voilà. Et j'étais vraiment tombé très très bas, je ne pouvais plus bouger, j'étais paralysé. Une sorte d'hémiplégie? Voilà, une sorte d'hémiplégie. J'avais tout le côté gauche paralysé. Au point de vous déplacer quand même en fauteuil roulant? En fauteuil roulant, oui. Fauteuil roulant. Quand je voyais le fauteuil, j'étais horrifié, donc j'ai essayé de me battre. Donc j'avais des béquilles, mais n'avoir qu'un côté qui fonctionnait pour l'appui, c'est pas facile. Donc j'essayais de m'appuyer toujours contre un mur pour essayer d'avancer. Et c'est toujours par terre, quoi. J'étais mes journées au sol, quoi. Alors vous avez commencé à ressentir le désir d'en finir avec la vie en l'espace de 3 mois. Oui. Vous avez tenté à 2 reprises de mettre fin à vos jours. Vous étiez dans quel état d'esprit après ces 2 tentatives qui ont échoué, manifestement? Toujours dans l'envie d'en finir, quoi. Parce que rien n'avançait dans mon travail. Tout me laissait tomber, mes amis, les personnes avec qui je travaillais. Tout le monde me tournait le dos. Et je n'avais plus plus envie de vivre. J'étais de plus en plus dans le noir, quoi. Je m'enfonçais de pire en pire. Chantal nous expliquait tout à l'heure qu'elle était allée jusqu'à prendre des dispositions au niveau administratif avant d'en finir. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti le même besoin? Oui, mais pas administratif comme faisait Chantal. Moi, j'ai pris carrément mon ordinateur. Je suis allé dans un café pour me connecter parce que je n'ai pas Internet à la maison. Et c'est là que j'ai fait je voulais faire mon testament et c'est là que j'ai fait la rencontre de la personne qui me...
En allant dans ce bar. Dans ce bar. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'en allant dans le bar, comment ça s'est passé? Ben, je suis rentré donc pour me connecter et faire mon testament sur l'ordinateur. Et quand je suis rentré, il y avait un petit podium avec, je pensais, des marionnettes. Je suis allé voir le patron, je lui ai demandé ce que c'était, par curiosité. On m'a dit, c'est une photographe qui est là. Ça fait tilt, moi, photo étant mon métier. J'ai dit, bon, c'est plaisant d'aller voir cette personne, comment elle travaille. Quand j'ai vu cette personne, donc je me suis approché d'elle, elle était de dos. Et là, j'ai ressenti une émotion forte. Elle vous plaisait physiquement? Pardon? Elle vous plaisait physiquement? Ben, de dos, je l'ai vue. Pour vous dire le truc. Parfois, on voit beaucoup de choses. Ah oui, à travers, oui, on voit beaucoup de choses. Et effectivement, elle me plaisait, mais plus on va dire, j'avais aucune intention amoureuse avec, rien du tout. C'était plus pour parler de travail, de photo et tout. Ça me faisait, moi, parler de mon travail et essayer de passer l'après-midi en oubliant ce que j'étais venu faire, quoi. Nous découvrirons dans la deuxième partie de notre émission de quelle manière cette rencontre a totalement chamboulé votre vie. Mais d'abord, on va regarder quelques messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre père a quitté votre mère pour un homme. Depuis que votre père vous a révélé son homosexualité, vous êtes en froid et vous ne comprenez pas son changement de vie. Avec le temps, vous avez fini par renouer avec votre père, malgré son homosexualité. Vous hésitez à révéler à votre enfant que vous avez quitté sa mère pour un homme, vous avez peur qu'il vous rejette. Depuis que vous lui avez annoncé votre homosexualité, votre fils ou votre fille ne veut plus vous voir. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Lors de son passage dans Toute une histoire, Guillaume et sa volonté de faire nous avaient marqués. J'ai toujours été sportif et c'est vrai que le basket, ça m'a donné une raison de vivre et ce qui m'a aidé à récupérer. Aujourd'hui, Guillaume a 27 ans et il est encore plus déterminé à réussir sa vie. Pour moi, devenir chef d'entreprise, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé avant mon accident. Nous le retrouverons avec ses proches dans l'histoire continue. Très fier, moi. Je pensais pas que ça allait arriver jusqu'à ce niveau-là. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous n'avez pas été un enfant désiré et vos parents vous l'ont toujours fait ressentir. Cela a aujourd'hui des répercussions sur votre vie d'adulte. Vous avez appris sur le tard que vous étiez issu d'une relation adultérine et vous êtes parti à la recherche de votre père biologique. Vous êtes issu d'un viol et vous avez toujours porté le poids de ce drame sur vos épaules. Votre mère a fait un déni de grossesse et elle a eu du mal à créer un lien avec vous. Vous en avez beaucoup souffert. Vous n'avez jamais réussi à accepter cet enfant que vous n'aviez pas désiré avoir. Vous regrettez aujourd'hui de l'avoir rejeté. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Alors qu'ils projetaient de mettre fin à leur jour, nos invités ont trouvé au beau milieu de leur route une bonne étoile qui les a empêchés de commettre l'irréparable. Ils ont aujourd'hui décidé de lui rendre hommage sur notre plateau. On va ouvrir la deuxième partie de notre émission, une vie qui en vaut la peine. Et nous allons reprendre le fil de l'histoire de Chantal. Chantal, suite à plusieurs déceptions sentimentales, vous avez envisagé d'en finir avec la vie à plusieurs reprises. Mais avant cela, vous souhaitiez réaliser le dernier rêve de votre vie. Après avoir réglé toutes les formalités administratives, vous avez souhaité partir en voyage à la Martinique. Et c'est sur la route de l'aéroport, avec votre petite valise à roulettes, que vous avez fait la rencontre d'un bel inconnu, puisque votre valise s'est mise à rouler en direction de quelqu'un qui l'a retenu. Je l'ai regardé, je me suis dit, oh, il est bien. Il vous plaisait physiquement ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Encore plus jeune que moi. Mais il me plaisait. Je me suis dit, oui, il est bien. Et donc, il a récupéré ma valise. Je me suis approchée pour lui dire, je la reprends. Il me dit, non, vous inquiétez pas, laissez votre valise là.
je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Puis il me dit, écoutez, il y a même une place à côté de moi. Donc je me suis assise à côté de lui. Il m'a posé 3 questions. Lesquelles? La première, c'est, mais où vous allez comme ça avec votre valise? Je lui ai dit, je vais en Martinique. J'étais contente. C'est beau, donc j'étais contente. Et il me dit, ah oui, je comprends, parce que c'est beau, oui. Bon, très bien. La deuxième, il me dit, mais vous partez comment? Vous partez dans un club? Vous partez chez l'habitant? Ah, je lui dis, pas du tout. Je pars chez un ami très proche. Oh, il me dit, c'est une... Bon, parce qu'en fait, c'était chez mon ex, qui travaille en Martinique. Donc, il me dit, vous partez chez votre ex, bon, c'est tout simplement que vous voulez renouer. Je lui dis pas du tout, mais j'ai l'occasion de partir, je pars chez mon ex. Il me mettait l'appartement à disposition, la voiture à disposition, lui venait en France. Donc, je lui dis, non, je ne reviens pas avec mon ex. Alors là-dessus, troisième question, il me dit, mais dites, comment ça se fait que vous partiez seul. Partez là-bas, chez lui, il vous prête l'appartement. Je lui dis, c'est simple. Il était quand même bien curieux, ce monsieur. Oui, il était très curieux. Il me dit, je vous donne un deal. Je suis sûre que vous allez revenir avec. Ah, je lui dis non, ça risque pas. Je savais que lui était reparti en France. Donc, là-dessus, il me dit, donnez-moi votre numéro. Donc, je lui donne mon numéro de portable. Vous avez l'habitude de donner votre numéro comme ça, au premier inconnu rencontré? Il était beau. C'est pas une raison? C'est une raison? Non, c'est pas une raison, mais bon, quand on est mal et quand on sait que, on n'a qu'une idée noire et que on est entouré, qu'il n'y a rien qui vous raccroche et qu'on est... on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que je n'ai cru en rien. J'ai donné mon numéro parce que j'ai donné mon numéro plus machinalement, plus me disant, voilà. Et en fait, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai eu un message de lui. Il vous disait quoi? Je ne sais plus exactement le message. Quoi? Vous avez oublié le message? Non, parce que c'était très fin. C'était « Je ne veux pas vous déranger dans votre vie que je suppose bien organisée ». Mais voilà, c'était une approche. C'était surtout pour me communiquer son numéro de portable. Et à partir de là, quand je suis arrivée en Martinique, il y a eu des échanges de SMS d'une finesse, d'un respect. Voilà, donc je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, vous aviez compris que vous lui plaisiez. Je ne vais pas dire ça. Est-ce qu'il n'avait pas senti que j'étais pas bien? Parce que dans les échanges de SMS, il y avait toujours sous forme de choses très subtiles. C'était formulé d'une manière très très subtile. Mais il arrivait à me faire dire des choses, et ce qui fait qu'il me connaissait, il arrivait à percevoir des choses. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un extraterrestre, c'est un psychiatre, c'est quoi ce monsieur? Parce que bon... Et alors, vous aviez toujours vos idées noires en tête? Moi, je me suis dit, de toute façon, pas possible que je plaise. 2, il est trop jeune. 2, il est plus jeune et il est bien. Pourquoi serait-il libre? Alors je me suis dit, il boit, il fume, il y a quelque chose. Il a un vice caché. Oui, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je veux dire, pourquoi m'aurait-il regardé, quoi? Vous aviez une très bonne idée de vous-même à ce moment-là, franchement. Pour moi, je pouvais... J'allais plus plaire. Mais pour moi, c'était fini, quoi. En tant que femme, je pouvais plus exister. Je pouvais plus... Et puis après 3 semaines en Martinique, vous êtes rentrée en France. Voilà, vous êtes rentrée en métropole. En métropole, et j'ai trouvé, parce qu'il était pas là le week-end où je suis rentrée, et donc j'ai trouvé un mot dans ma boîte aux lettres d'une finesse encore,
bien tourné. Et voilà, et je me suis dit, mais c'est pas vrai, il ne m'a pas oublié. Qu'est-ce qu'il vous disait? Vous l'avez? Oui. Ah bah, il est toujours sur moi. Hein. Il est toujours sur moi. Et il est à la main? Non, il est à la machine et après à la main. Et il me dit... Mais voilà est arrivé ce fameux mercredi, jour supposé de bien-être des enfants. J'ai rencontré une femme, ou plus exactement, un brin, un soupçon, un zeste de petite femme comme je les aime, une boule d'amour. Moi qui suis un marcheur, peut-être un peu séducteur, à la rigueur, pas dragueur et surtout pas gigolo, de mémoire on ne m'a jamais payé, j'ai dû prendre pour raison de vandalisme le bus, et quel bus, le 23, fait du hasard le jour de ma naissance. Fatiguée par une nuit de labeur, les yeux pleins de sommeil, je vacille. Et tout d'un coup, un cliquetis me réveille. Je la vois, je la contemple. Elle est arrivée avec toute son énergie, belle, encore plus belle que sa beauté intérieure, joyeuse, pétillante, comme une bouteille de champagne qu'on va bientôt boire. Joyeuse et pétillante, vous, à ce moment-là? Oui. Ça alors? Ben oui, parce que j'étais contente de partir. Ouais. Et puis, Sophie, j'allais certainement pas montrer, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans mon entourage, je ne montrais pas, j'avais un masque. Il n'était pas question qu'on soupçonne quoi que ce soit sur une éventuelle... Alors, vous m'avez coupé. Joyeuse et pétillante. Voilà, comme une bouteille de champagne donc qu'on va bientôt boire, à la main, cette fameuse valise que je vais bénir, car c'est grâce à elle que je peux t'écrire aujourd'hui. Elle aura été le fil rouge de notre rencontre. Mes genoux s'en souviennent. Voilà. Et après? Et après, il a marqué... Non, je suis curieuse, hein, je respecte votre... Honoré de Balzac disait « Le hasard est le plus grand romancier du monde ». Ça, c'est vrai. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ces mots? Je me suis dit déjà... Bon, je savais qu'il ne m'avait pas oublié par les SMS, mais ça venait conforter les SMS, le fait que je puisse à nouveau plaire, et puis le fait aussi que je puisse avoir peut-être confiance en un homme. Alors, vous l'avez revu? Alors, je l'ai revu, on s'est revu pendant un mois à peu près. Alors, quand vous l'avez revu, qu'est-ce que vous avez éprouvé? D'abord, je ne l'aurais pas reconnu dans la rue. Mais oui, parce que je l'avais vu dans le bus, mais je n'avais pas trop osé le regarder, déjà et d'un, parce que j'étais pas là pour ça, déjà d'une part. Ensuite, j'aurais pas osé le regarder plus que ça, parce que je me serais dit peut-être qu'il aurait pensé que j'étais une femme facile ou autre. Et puis, enfin, je l'ai vu que très peu. On a surtout échangé par écrit. Hein. Alors, quand vous l'avez revu, il vous a plu? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et puis petit à petit, les échanges se sont avérés vrais, dans le sens où ça allait toujours dans le sens des SMS, des messages. Et donc, je me suis dit, j'ai appris à le connaître, et depuis le 10 juin, on vit ensemble. Ah, carrément? Ah oui. Et alors, Il est venu s'installer chez vous? Il est venu s'installer chez moi. Vous lui avez prêté votre valise à roulettes? Elle est où, cette valise? Vous l'avez faite encadrer, j'imagine? C'est devenu un objet... Non? Non. Il fait rire, en tout cas. Non, il est venu avec des sacs poubelles. Mais la valise, non, elle était trop petite. Elle était trop petite pour tout ce qu'il y avait à déménager. Mais non, voilà. Et de ce fait, non seulement j'ai eu confiance en lui, et petit à petit, je me suis dit, tiens, je peux refaire confiance, et les idées noires se sont estompées
Et je Vous lui lui ai avez dit fait d'ailleurs. confiance rapidement, quand même, au point de Oui, mais venir, de l'héberger chez vous. Je vous assure, Sophie, que c'était quelqu'un qui, à travers les SMS, m'avait absolument bien analysée, détectée, comprise. Maintenant, ça fait 4 mois que je suis avec, que je vis avec. J'ai jamais vécu une histoire comme ça. C'est dingue. Alors, vous vous dites quoi avec le recul? Alors, avec le recul, je me dis que déjà, j'ai eu beaucoup de chance. Vous êtes croyante? Je suis universelle. Je crois en tout et en rien en soi. Mais vous croyez quand même à une bonne étoile, parce que c'est quand même fou, cette histoire, non? Oui, mais je vais même oser dire que c'est pas religieux chez moi. Voilà, je pense que j'étais protégée par quelqu'un, que voilà, bon. Et donc, ma grand-mère, je pense. Donc c'est que vous êtes croyante, vous croyez à quelque chose après la vie. Oui. Et d'ailleurs, le fait de... Comment? Spirituel. Spirituel, oui. Je ne dis pas croyante, c'est pas forcément croire à la religion catholique, mais vous êtes peut-être, vous croyez quoi Oui, tout à fait. Il existe une vie après la mort. D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure qu'après, il y avait quelque chose, voilà, c'était elle que je voulais rejoindre. C'est clair. De toute façon, c'était ça. Hein. Et apparemment, comment s'appelle-t-il? Michel. Michel. Là, Michel. Apparemment, lui aussi est attentif aux petits signes. Oui, tout à fait. Puisqu'il vous a dit dans sa lettre que c'était le jour de sa naissance, etc. Donc, oui, tout à fait. Il a eu le temps de réfléchir à tout ça. J'ai eu une chance extraordinaire. Je veux dire, voilà, et quand on s'y attend le moins, en plus, c'est ça qui est... Il a une bonne tête, en plus, hein. Yvonne, un regard sur cette histoire. Pour continuer dans la poésie, je pense que quand la pulsion de mort qui est représentée par Thanatos, vous savez, eh bien, est là, est omniprésente, bien souvent, il y a le dieu de l'amour, Eros, qui lui sourit, et la pulsion de vie est bien souvent plus forte que la pulsion de mort. Vous savez qu'on est animés, on est tous animés de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Et quand je vous entends, bien souvent, il suffit d'être regardé, entendu, et que finalement on se raccroche à l'instant de vie. Tous les trois, vous avez été à un moment donné connectés avant de passer à l'acte. Vous avez connecté votre ordinateur, vous êtes resté agrippé, et votre valise est partie, mais vous avez enfin été comprise, regardée, entendue. Oui, vous existiez pour quelqu'un. D'un seul coup, finalement, la pulsion de vie était au rendez-vous. Vous aviez une utilité pour quelqu'un. Oui, mais voilà, il fallait encore tomber sur la bonne personne, il fallait que ça soit fusionnel après, il fallait qu'il y ait une alchimie, il fallait... Oui, parce que bon, vous pouvez être écouté sans que ça passe. Il fallait qu'il vous donne un petit peu d'amour de vous-même, que vous arrêtiez d'avoir une haine terrible de vous. Il vous a entendu, il vous a compris, il vous a regardé. Il vous a deviné. On va lui donner la parole à ce monsieur. Bonjour. Michel. Bonjour. Alors, vous parlez dans le micro, Michel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez pris la valise dans vos genoux? Il y a eu un concours de circonstances heureux, je crois. Parce que vous avez eu un coup de foudre? Le coup de foudre est venu après, parce qu'effectivement, c'était prémonitoire. Mais après quand? Mais quand je me suis mis avec elle. Non, parce que là, quand même, vous la voyez dans le bus et vous lui envoyez des messages. Donc ça veut dire que vous avez éprouvé quelque chose. Oui, j'ai éprouvé, j'ai vu surtout une grosse blessure. Vous l'avez senti? Oui, énormément. Voilà. Vous l'avez senti en détresse? Elle voulait tout cacher, et en tout cachant, elle m'a montré plus que tout la vérité. Quoi. Et vous en étiez où, vous, dans votre vie sentimentale? Ben moi, c'était fini. Donc quand c'est fini, moi. Donc j'avais envie de passer à autre chose. Et ça s'est présenté que je l'ai vu débouler. Mais avec des idées noires aussi en tête? Non. Moi, à ce niveau-là, je suis un peu plus, entre guillemets, équilibré. Quoi. Si vous voulez, j'ai d'autres centres d'intérêt qui m'ont fait tenir le coup. Mais je la comprends parce que, je connais son histoire. Et quelque part, je suis fier d'être à ses côtés parce que... je la mérite et quelque part, modestement, on se mérite ensemble, je crois. Vous la méritez? Oui, je pense.
Je pense qu'il y a eu... D'ailleurs, vous avez une bonne idée de vous-même, vous Non, hein non, c'est que je me connais et je pense que j'étais arrivé à un point de ma vie où je devais rencontrer une femme comme Chantal. D'accord. Voilà. Enfin, vous étiez prêt à la rencontrer. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoutez, on vous souhaite d'être heureux. Oh là là, si ça pouvait toujours se passer comme ça. Hein, Yvonne? Oui. C'est un beau roman. Je vais m'acheter une valise à roulettes, moi, tiens. Alain, alors, on revient à votre histoire, c'était pas gai du tout, parce que vous avez été aspiré par la fenêtre et par le vide. Puis là, quand même, réflexe, instinct de survie, vous vous agrippez au rebord de la fenêtre. Au rebord de la fenêtre, oui. Et là, on commence à cogiter, à avoir peur de tomber et à appeler au secours, surtout. Vous avez appelé au secours? J'ai appelé au secours, oui. Au secours, plusieurs fois, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et, donc, finalement, à ce moment-là, vous n'aviez plus du tout envie de mourir? De mourir, non. Et donc est sortie ma voisine, Pascal. Et, que vous connaissiez? On se connaissait depuis une vingtaine d'années. On a partagé des moments, on va dire, des cafés, boire un coup ensemble, discuter. C'est une femme qui est très occupée, très peu disponible par son, de par son travail. Appeler Et là, elle m'a entendu. Donc elle est sortie? Elle est sortie. Et ben moi, j'étais agrippé à ma fenêtre et elle me disait « Alain, tiens bon, tiens bon, tiens bon ». Pendant ce laps de temps, son mari essayait par tous les moyens de rentrer chez moi pour essayer de venir me prendre par la main, en fait. Mais la maison était fermée. Et à un moment donné, j'ai lâché. J'ai fermé les yeux et j'ai lâché. Et je me suis retrouvé 5-6 mètres plus bas, amorti par Pascal, puisqu'elle s'est mise entre le sol et moi, oui. C'est héroïque. Donc vous lui êtes tombé dessus? Oui, je suis tombé dessus, oui. Elle aurait pu mourir, elle. Elle aurait pu avoir quelque chose de grave. Donc en fait, je me suis relevé, j'étais ensanglanté au niveau de l'arcade sourcilière. C'est tout. J'avais mal au niveau du poignet, au niveau du talon. Et puis donc, elle était à même le sol, en arrière, complètement choquée, tremblante. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, là tu as fait mal, quoi. Là, tu lui as fait mal. Elle aurait pu être paralysée. Oui, exactement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, donc, entre-temps, son mari a appelé les secours. Les pompiers sont arrivés. Et nous sommes... Vous deviez être fou d'inquiétude, quand même, pour elle. Oui, j'étais fou d'inquiétude pour elle, oui. Oui. Et puis, elle m'avait quand même sauvé la vie. Et puis, en étant courageuse, parce qu'il faut y aller quand même, se mettre entre vous et le sol. Et après, nous sommes partis tous les deux aux urgences. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait? C'était pas trop grave? Alors, pendant les urgences, j'étais très inquiet à son sujet, puisqu'on était chacun dans une salle différente, dans une pièce différente. Et je demandais toujours à l'infirmière ou à l'infirmier qu'a-t-elle, Madame Pascal, qu'est-ce qu'elle a? Puis il me dit, pour l'instant, elle fait des examens, des radios, et moi, je m'imaginais le pire, quoi. Bon, une fracture à la colonne vertébrale ou... Et puis, on s'est retrouvés les deux dans le couloir, après ce laps de temps, les radios terminées, tout ça. Et elle vient vers moi et elle me dit comme ça dans l'oreille, elle me dit, écoute Alain, si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus encore. Et j'ai dit, mais t'as tout fait, je veux dire, t'as fait déjà... Donc elle marchait, elle n'avait rien de grave? Non, on n'avait rien, quoi. Vos idées noires sont aujourd'hui derrière vous. Vous êtes à présent un homme épanoui. Vous le devez en partie à Pascal, donc votre voisine et votre bonne étoile. Un nouveau départ, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Comme chaque jour, Alain, 42 ans, s'adonne à sa passion. Quand je peins, ça m'aide tout simplement à m'évader, à ne plus rien penser. La peinture m'apaise. Ce que je faisais avant, voilà, je vais vous montrer un peu dans ce style-là.
J'ai fait cette toile quand j'étais au plus bas. C'est un visage méchant, noir. De là découlent des couleurs sombres, des couleurs froides. Ce que je fais aujourd'hui, c'est plus aérien, plus léger. Si aujourd'hui les œuvres d'Alain sont moins noires, c'est qu'il va mieux. Pendant plus de 20 ans, Alain a été dépressif. C'est au sortir de l'adolescence que le jeune homme tombe dans ce mal-être. Puis, dans les années 2000, il contracte le virus du sida, un événement qui le fait sombrer encore un peu plus, jusqu'au jour où c'en est trop pour lui. Le 4 novembre 2012, il y a tout juste un an, alors qu'il rentre chez lui, Alain est pris d'une pulsion suicidaire. Quand je suis rentré de ma balade le long du canal, j'étais vraiment très mal dans ma tête. J'avais qu'une seule idée, c'était de me pendre. Et je suis arrivé pour fermer la fenêtre. Et quand j'ai vu la fenêtre grande ouverte, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis senti comme happé et je suis passé par la fenêtre. Et puis après est arrivé ce qui est arrivé, quoi. Je me suis trouvé suspendu. Au même moment, de l'autre côté de la rue, la voisine d'Alain est alertée par des appels au secours. Au moment où il m'a dit que c'est Alain qui est pendu à sa fenêtre, nous sommes sortis tous les deux. J'ai tenu le plus longtemps que j'ai pu, mais à un moment donné, tenir sur ses phalanges comme ça, en bout de bras, c'est très difficile, quoi. Je lui ai dit surtout, Alain, ne fais pas ça, ça ne vaut pas la peine. Il y a d'autres moyens de t'en sortir, on t'aidera, on fera un maximum, viens nous voir, pense à tes parents, pense à ta famille. J'ai essayé un maximum de lui remémorer qu'il n'était pas seul. Je ne tenais plus et j'ai lâché et Pascal m'a récupéré en dessous. Finalement, Pascal et Alain s'en sortent indemnes. J'ai amorti le choc et bon, il y a eu plus de peur que de mal, si vous voulez. Bon, c'est vrai que ça m'a fait un gros choc, aussi bien physiquement que moralement, mais bon, il n'a pas été blessé plus que ça. Je me suis relevé, j'étais ensanglanté, je me suis dit, t'es vivant. Et puis j'ai commencé à pleurer. Voilà, et on était les deux en état de choc. Ce jour-là, Pascal a sauvé la vie d'Alain. Aujourd'hui, même s'ils ne sont pas devenus amis, les deux voisins se sont rapprochés. Le lien qu'il y a entre toi et moi, c'est un lien qui est fort, puisque tu m'as sauvé la vie, il faut appeler un chat un chat. C'était tout naturel et si c'était à refaire, je recommencerai. J'espère tout simplement que ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Oui, je le parle maintenant, bon, j'ai moins d'émotion dans la voix quand j'en parle, mais c'est du passé, c'est il y a bientôt un an, et j'espère que ça va aller dans le bon sens. Je te serai toujours reconnaissant par rapport à ton geste, par rapport à ce que tu as fait pour moi, et puis voilà, quoi. Merci. Aujourd'hui, Alain est en pleine reconstruction. Il voit l'avenir de manière positive. Salut maman. Salut, ça va? Arrête-toi. Bonjour, gamin. Salut. La forme? Ça va, merci. Pour ses parents, ça n'a pas toujours été simple. Mais aujourd'hui, ils sont là pour le soutenir dans sa guérison. Et maintenant, ça va mieux? Tu dors bien, ça va? Oui, ça va. Je dors bien, je mange bien, j'ai repris goût à la peinture, au chant. Non, ça va. Quand il y avait ces problèmes avant, il ne parlait pas. Il venait ici, il ne parlait pas, il ne disait rien. Tandis que maintenant, c'est Alain qu'il était avant. Sa période est passée, donc, et puis maintenant il est revenu tout à fait normal. Et ça me fait énormément de plaisir. Et puis bon, je souhaite que ça dure longtemps comme ça. Si aujourd'hui Alain va mieux, c'est aussi parce qu'il a débuté une belle histoire d'amour. J'ai rencontré Mario il y a très peu de temps. Et puis ça me permet de voir l'avenir plus sereinement. Alain, l'émotion n'est pas très loin, j'imagine. Comment vous réagissez à ces images? Oui, je suis ému, là. Oh. Oui, c'est des images qui sont
forte. Vous en êtes où dans votre traitement contre la maladie? Vous avez l'air d'être en pleine forme? Je suis en pleine forme, oui. Bon. Ça va. C'est l'occasion de dire qu'aujourd'hui, on a des traitements qui sont efficaces contre cette maladie. Un petit cadeau. C'est pour moi? Voilà. Oh, c'est gentil. Merci. Alors, je ne savais pas au niveau des couleurs, alors j'ai choisi quelque chose de sobre. Du noir et blanc. Du noir et blanc, voilà. C'est très beau. Ça représente quoi? À vous de voir ce que vous y voyez. Un visage. Je vois un visage, mais il est caché. Oui, peut-être. Non? C'est un visage, ça? Oui, oui. Merci, ça me touche. Je vous embrasse. Joli, hein? Merci. Que vous apporte cette nouvelle relation, cette nouvelle histoire d'amour? Des ailes. On va le laisser là, jusqu'à tout à l'heure. Comment? Des ailes? Des ailes, tout simplement. On peut se projeter dans l'avenir plus facilement, L'amour, quand l'amour est là, tout va en fait. Pour quelle raison vous avez souhaité témoigner sur notre plateau aujourd'hui? Premièrement, pour servir d'exemple dans le sens que les gens ne reproduisent pas ce que j'ai vécu. Aussi pour apporter aussi un hommage à Pascal, puisque Pascal, bon, comme vous l'avez vu dans le reportage, m'a sauvé la vie. Donc c'est un grand merci encore à Pascal. Un mot d'Yvonne, j'imagine que vous voyez l'avenir totalement différemment aujourd'hui après avoir vécu ça, après être passé si près de la mort. Je prends les jours les uns après les autres. Ce que vous ne parveniez pas à faire avant? Non, justement, j'ai gardé ce rythme de vie un peu. Je me projette dans l'avenir, mais tout en profitant de l'instant présent, carpe diem, quoi. Et bon, j'essaie de par la peinture, le chant, de par aussi l'écriture, puisque j'ai écrit un peu mon histoire, mais bon, j'attends de voir... Vous en vivez de la peinture aujourd'hui? Pas encore, non. Vous avez abandonné le côté commercial et tout ça? Non, pour l'instant, c'est pas mon but. Mais si un jour je dois l'être reconnu comme tel, comme un artiste, pourquoi pas en vivre. Mais c'est pas facile de vivre de son art. Un commentaire d'Yvonne? Oui, tant qu'on a réussi à transformer sa souffrance et sa dépression en créativité, on peut dire qu'il n'y a plus de récidive possible. On est en projet. Et ce qu'il faut dire aux personnes qui sont dans la dépression, il ne faut pas dire mais tu vois, t'as tout, il ne faut pas faire des constats comme ça inutiles. Il faut surtout les remettre en projet et leur dire attention, tu as une place pour nous. C'est ce qu'a dit Chantal dans le reportage. On est là et tu as une place pour nous. Il faut les faire exister et dans le regard et dans le cœur et avoir une place dans la société. L'écriture aussi, l'écriture de mon histoire, ça me permet d'exorciser un peu, de mettre des mots sur des mots. Et bon, je lance un appel si des fois un jour je peux l'éditer ou je ne sais pas encore. Sur votre dépression? Non, sur ma vie, sur la vie, le passage aussi de la contamination, c'est toute une... Vous l'avez envoyé à des éditeurs? Non, pas encore. Il faut commencer par là peut-être. Je suis en train de travailler encore dessus. D'accord. Il est un peu romancé et donc voilà. J'espère un jour, parce que j'ai quand même passé des heures, des mois à écrire. En fait, j'écris depuis 2005. On vous souhaite d'être publié un jour. Merci. Patrick, vous étiez sur le point d'écrire vos dernières volontés, justement quand vous avez fait la rencontre d'une belle inconnue que vous avez d'abord vue de dos, mais qui vous a attiré car elle était photographe. Est-ce que vous avez eu le courage de l'aborder de face? Absolument. Comment? Absolument, oui. Bon. Et de face, oui, mais quand elle s'est retournée, qu'elle m'a dit bonjour, déjà j'ai fondu en moi-même. À l'intérieur, je fondais complètement. Oui. Et ça peut paraître vraiment bizarre. J'avais des sensations qui revenaient de bouillonnement, comme si le sang rebouillonnait dans les parties qui étaient... qui étaient paralysées. Voilà, qui étaient paralysées. J'avais l'œil qui n'arrêtait pas de clignoter, des picotements, oui, la folie complètement. J'ai dit, mais
c'est ma femme, c'est pas possible. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre, Yvonne? C'est un coup de foudre, mais en tout cas, ce que dit Patrick, la vie qui revenait. c'est que la vie qui reprenait ses droits dans les parties mortes, un peu les parties anesthésiées, et tout revenait. Ça a une dimension très psychique, c'est-à-dire que votre corps était comme un petit peu amorphe, sans vie, et d'un seul coup, le coup de foudre, vous redonnait des bouillonnements et la vie. Ouais, c'est ça, oui. Et alors, vous avez gardé vos moyens pour lui parler? Oh oui. Oui, oui. Parce que déjà, quand je venais me connecter les quelques fois dans ce bar, je cachais mes béquilles, je cachais tout pour essayer de paraître toujours... au mieux de vous-même. Voilà, au mieux de moi-même, voilà. Elle avait l'air réceptive à ce que vous étiez? Oui, parce qu'on a beaucoup discuté. Nous avons discuté toute la journée. Nous avons passé plus de 8 heures à discuter, tout le temps de son travail, oui, parce qu'elle finissait à 21h. Et donc toute la journée, on a discuté, on a parlé de photos, je la regardais travailler, j'étais dans un état de folie, de fou. J'ai dit, mais c'est pas possible, elle est magnifique dans les gestes, dans ce qu'elle fait. Et vous l'avez revue? Le lendemain, oui. Comment? Vous l'avez rappelée Ah non, je savais qu'elle était là pour 15 jours dans ce travail. Donc vous êtes revenu? Ah, je suis revenu, bien sûr. Elle avait l'air contente de vous voir? Oui. Nous avons discuté encore tout l'après-midi de photos, de travail. On a même qu'est-ce que vous aviez à vous raconter sur la photo? Il y a tellement, vous savez, la photo, c'est énormément. Il y a tellement de choses à faire en photo qu'il y a un sujet, quoi. Il y a un gros sujet là-dessus. Bon. Voilà. À un moment donné, vous avez parlé d'autre chose que de photos? Pour ainsi dire, oui, non, parce que bon, c'est quand même lié à la photo. J'ai parlé de projet, vu que c'est une femme qui est magnifique. J'avais projeté donc de faire avec elle... de la prendre en photo. De la prendre en photo déjà. Et essayer de faire quelque chose de mes mains, c'est-à-dire de créer pas mal de choses. Parce que je dessine des robes, des choses comme ça, mais que dans le manga. Voilà. Que dans le manga. Je fais que des robes manga, voilà. Des mangas, et comme cette charmante personne s'y prête beaucoup, je pensais lui dessiner un costume. Elle était dans quelle situation personnelle, elle travaillait. on a compris qu'elle était photographe, mais sentimentalement? Vis-à-vis de moi? Non, vis-à-vis de sa vie. Vis-à-vis de sa vie. Bon, vis-à-vis de sa vie, elle était bien, quoi. Elle vivait sa vie normalement pour elle. Célibataire? Non, elle était en couple. Je suis à peu près à la suite. Elle était en couple? Oui. Bon. Oui. Et elle vous l'a dit? Elle me l'a dit plus tard, oui, elle m'a dit oui, voilà, mais je suis en couple, parce que c'est que plus tard que j'ai annoncé donc mes sentiments. Elle m'a dit, mais je suis en couple. J'ai dit oui, c'est bien, quoi, mais ça n'empêche pas que je suis quand même amoureux de toi et que sans toi, je ne peux pas vivre. Voilà, je suis. Alors vous étiez prêt à avoir une relation alors qu'elle était en couple? Oui, mais sachant que dans son couple, ça n'allait pas tellement non plus, qu'il y avait quand même des battements d'ailes, on va dire. Ça nous a un peu rapprochés quand même. Voilà. On a fait quelques sorties ensemble, des sorties tout bien, tout honneur, comme on dit. Hein. On est sortis. Et le jour où je l'ai amené dans une discothèque, je ne dansais pas parce que je ne pouvais pas, j'étais très mal en point. Quand je l'ai ramené le matin à sa voiture, c'est là que je lui ai déclaré mon amour. J'ai dit vraiment que j'étais vraiment amoureux d'elle et que je ne pouvais plus vivre sans elle, que ce n'était pas possible. Est-ce que vos pulsions suicidaires ont disparu à ce moment-là? Complètement. Ah bon. Complètement. Oh là, complètement. Ça a été du coq à l'âne, comme on dit. Je n'y ai même plus pensé, je n'y pensais plus du tout, à tel point que j'ai tout mis de côté. J'ai envoyé ça tellement loin que depuis que je suis avec cette charmante femme, je ne vis que le bonheur. Comment elle s'appelle? Valérie. Faisons connaissance avec Valérie pour vérifier si elle a un vrai physique de manga. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Eh ben, on vous comprend, hein. Bravo. Merci. Il est ému. Ah, complètement. Toute petite différence d'âge, rien du tout. Oui, oh, c'est léger. 30 ans. 30 ans? 30 ans. Oui, pas mal. Ça vous a pas fait peur? Du tout. On n'a même pas pensé. C'est pas ce qui nous a le préoccupé, pas du tout. Hein. Ça, non. Nous sommes vus. J'ai dit, femme, tu es ma femme, et puis voilà, c'est fait comme ça.
Bon, alors Valérie, est-ce que vous avez tout de suite senti la fragilité de Patrick quand vous l'avez rencontré? Oui, déjà c'était physiquement, il était très amaigri, il avait les joues très creuses, vous voyez qu'il était très fatigué. Donc, ça vous a touché? Beaucoup, oui. Ça m'a fait même du mal, je me suis dit faire quelque chose parce que c'est... Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché chez lui? Qu'est-ce qui m'a touchée? Sa sensibilité, ses petites attentions, son humour, sa gentillesse, voilà, son côté affectueux. Vous avez quand même été gravement atteinte assez vite. Inconsciemment, oui. Je ne m'en suis pas rendu compte de suite parce que j'étais en couple déjà depuis 7 ans avec la personne que je croyais serait celle que j'aimerais pour toujours, mais non, pas du tout. Et j'en suis aperçue après qu'au final, c'était Patrick. Alors, donc, il vous a déclaré ses sentiments et vous êtes partie de chez vous tout de suite ou ça a mis un peu de temps? Ça a mis un peu de temps, ça a mis quelques mois avant qu'on soit réellement ensemble, mais pas très longtemps. C'est long, non, dans ces moments-là? Oui, quand on attend, c'est énorme maintenant. Hein, chaque seconde sont des heures. Ouais. C'est fou. Est-ce que vous avez senti que vous lui redonniez goût à la vie? Est-ce que vous avez vu une transformation physique? Oui, oui, ça je l'ai vu physiquement et même psychologiquement. J'ai vu qu'il évoluait, que c'était mieux, qu'il reprenait goût à la vie, il était jovial. Il était devenu dynamique parce que bon, c'était pas trop ça quand on s'est rencontrés. Je voyais qu'il était très fatigué, voilà, qu'il souffrait. Et là, j'ai vu qu'il reprenait goût à la vie et surtout qu'il reprenait du poids. Alors, vous en êtes où aujourd'hui, tous les deux? Aujourd'hui, on est parents d'une petite fille qui a 14 mois. Vous savez 14 qui a quel âge? 14 mois. Voilà. Et voilà, elle est là. Bon, là, elle avait 2 mois. Oh, elle est mignonne. Et on a le deuxième qui est en route. Non. Oui. Depuis 4 mois. Patrick. Est-ce que vous avez conscience que sans vous, Patrick ne serait plus là aujourd'hui, certainement? Sans prétention, je pense que notre amour y a fait beaucoup, oui. J'ai vraiment vu, et il n'y a pas que moi qui le pense, tous nos proches, les amis, la famille, ils me l'ont dit, ils l'ont vu, et je crois que ouais, ils sont étonnés, ils sont contents pour nous, pour lui. Et c'est pas le syndrome de l'infirmière? Je ne pense pas, non. Ça vous fait pas peur, la différence d'âge, à vous? Alors, au début, quand on s'est connus, que j'hésitais à sauter le pas, oui, forcément, j'avais un peu des préjugés. Sachant que j'étais avec une personne qui a le même âge que moi, je ne m'intéressais pas à d'autres personnes, encore moins à des personnes plus âgées. Là, du coup, oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est peut-être une bêtise que je fais. Qu'est-ce qu'ont pensé mes proches, mes parents, la famille? Puis j'ai dit, bon, il faut écouter son cœur. Je me suis lancée, j'ai dit, c'est pas grave. Je vais le regretter sinon parce que je pensais qu'à lui. Donc je me suis dit que là, c'était l'amour fou. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Voilà. Eh bien, Patrick, félicitations. Je vous serre la main parce que chapeau. Vous souhaitiez profiter de notre émission pour adresser un message. À qui? Oui, à Valérie. Oui. Ma femme, je la considère toujours comme ma femme. Voilà, je voulais lui dire que sans elle, je ne serais pas là et que je lui dois beaucoup. Mais dites-lui elle ne me regarde pas. Amour, tu sais que je t'aime énormément, que sans toi, je ne serais pas là. Et que tout ce que tu as fait pour moi, je vais essayer de te le rendre. Mais j'y arriverai, j'espère que j'y arriverai. Parce que je t'aime tellement. Donc, et je vais profiter de l'émission. Je peux profiter de l'émission. Voilà, je te demandais. Devant tout le monde. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Elle a dit oui, mesdames et messieurs, elle a dit oui. Pour la vie, mon cœur. Pour la quoi? Pour la vie, je t'aime, mon cœur. Ça fait plaisir, Yvonne. Parfois, l'amour est beaucoup plus fort que cette pulsion de mort qui parfois vous tiraille. Voilà.
Merci en tout cas. Comme nous le montrent les invités, c'est parfois lorsqu'on est invité à un point de non-retour qu'il se produit des événements auxquels on ne s'attendait pas du tout. Aujourd'hui, ces témoignages ont dû avoir une résonance toute particulière pour Geneviève, qui a vu son fils perdre l'usage de ses jambes suite à un accident de voiture à l'âge de 19 ans. Il a choisi de se battre au point de faire de son handicap une force. Alors avant de découvrir quel jeune homme il est devenu, je vous propose d'abord de retrouver Geneviève, sa maman. Bonjour Geneviève, merci d'être présente dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. C'est Jean-Luc Delarue qui vous avait reçu en compagnie de votre fils. C'était le 4 septembre 2008 dans une émission intitulée « Mon handicap et la chance de ma vie ». Mais c'est vous, Geneviève, qui avez fait la démarche de nous écrire. Pour quelles raisons aviez-vous tenu à témoigner sur notre plateau ? Quand j'avais entendu l'appel à témoins pour le thème de l'émission, je me suis tout de suite dit c'est vraiment l'histoire de Guillaume. Parce que 3 ans auparavant, oui, le drame de l'accident, mais 3 ans après, tout le positif qu'il avait tiré de sa vie, il ne l'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu cet accident. Et vous vous êtes dit que peut-être que son témoignage pouvait aider servir à d'autres qui se trouvaient dans cette situation, oui, tout à fait. Alors la vie de votre fils a pris un tournant décisif le 7 mai 2005. C'était un mois avant qu'il ne passe son bac. Que lui est-il arrivé ? Eh bien, il a mal négocié un virage un samedi soir à 2 km de la maison. Et la voiture a fait plusieurs tonneaux. Et on m'a appelé, je suis allée au SAMU. Et là, on m'a dit qu'il ne remarcherait pas, que sa moelle épinière était très, très abîmée. Son pronostic vital était engagé aussi. Voilà, il a fallu affronter cela. Comment ça s'est passé ? Qui a pris le dessus en premier, vous ou Guillaume ? Je crois que ça a été ensemble. Mais lui a toujours cherché à nous protéger et nous a toujours dit ne les croyez pas, ne croyez pas à ce qu'on vient de vous dire. Moi, je sais que je remarcherai et j'y arriverai. Alors, malgré son handicap, il a toujours donc positivé et c'est ce moral d'acier qui lui a permis d'avancer. Mais à l'époque, vous pensiez, vous, qu'il cherchait juste à vous protéger, justement. Et depuis 5 années se sont écoulées. On va découvrir ensemble quel genre d'homme il est devenu. On pense que ça arrive qu'aux autres et du jour au lendemain, on nous annonce que c'est fini, qu'on ne remarchera pas. Donc c'est vrai que c'est une grosse claque. À 19 ans, après un grave accident de voiture, c'est toute la vie de Guillaume qui avait basculé. Je ne sais pas si c'est un cauchemar ou la réalité, le temps de réaliser vraiment l'ampleur des dégâts. De comprendre que vos jambes... Voilà, le temps de comprendre exactement, de réaliser que mes jambes ne bougent plus. Guillaume n'avait pourtant pas baissé les bras. Et sa mère, Geneviève, en était admirative. Geneviève, vous m'avez envoyé cette lettre qui est datée d'il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous lire cette lettre ? Mon fils Guillaume, je pense qu'il a beaucoup apporté par son témoignage positif sur ce virage de vie. Il lui a ouvert d'autres voies. Nous sommes fiers de son chemin et de ce qu'il nous enseigne depuis. Et je suis sûre qu'il serait heureux de le partager avec vos téléspectateurs. Vous êtes content d'être ici ? Oui, voilà, c'est le bon moment pour faire passer un message, justement, pareil, d'espoir, et montrer que tout est possible et qu'on peut aller très loin. Car plutôt que de tirer un trait sur sa vie passée et d'oublier le sport, Guillaume s'était battu pour pouvoir concilier sa passion et son handicap. J'ai toujours été sportif et c'est vrai que le basket, ça m'a donné une raison de vivre et de reprendre la vie, recommencer une nouvelle vie, de venir ici, de faire de l'exercice, c'est ce qui m'a aidé à récupérer. Après de longs mois de persévérance, Guillaume était même parvenu à des résultats spectaculaires. Vous voulez qu'on fasse un essai ? Oui, il n'y a pas de problème. Impossible de marcher ? Comment ? À l'époque ? Oui, voilà. C'était il y a 3 ans. Donc même des escaliers, écoutez. Ah, ben d'accord. C'est vrai que je me suis toujours accroché à ça, à l'espoir de remarcher. C'est ce qui m'a fait tenir. 5 ans se sont écoulés depuis l'émission. 5 ans au cours desquels Guillaume a continué à se battre pour pouvoir remarcher. Il y a 5 ans, j'avais une canne. J'étais obligé de m'appuyer vraiment dessus pour marcher.
J'ai pu me libérer de ça, de cette canne. De plus en plus, c'est vrai les gens ne devinent plus qu'il y a quelque chose. Ouais. Et ça, c'est ma plus grande victoire. Ouais. Tous mes amis me rappellent souvent qu'ils ne me voient même plus comme une personne handicapée, au contraire. Aujourd'hui, Guillaume n'a son fauteuil que lorsque la fatigue le gagne, ou lorsqu'il pratique sa passion pour le sport, où il puise sa force. Je reviens souvent sur le sport, parce que moi, c'est grâce à ça que je m'en suis sorti. Hein. Encore maintenant, je me dis que si le handisport n'existait pas, c'est certain que mon handicap, je ne l'aurais jamais accepté. Hein. J'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai ma famille, mais si j'ai pas une dose de sport dans la semaine, je sens bien qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Guillaume a aujourd'hui trouvé la sérénité, mais aussi sa vocation professionnelle. En 2009, il a créé son entreprise de fabrication de fauteuils roulants. De par mon handicap, mon discours est crédible puisque moi je suis utilisateur. J'ai essayé des fauteuils, des centaines de fauteuils dans ma vie. Et les fauteuils roulants sont fabriqués par des personnes en fauteuil. Donc voilà, notre entreprise, c'est ça, c'est apporter notre expérience à nos clients. C'est vrai que maintenant, ma vie, elle est vraiment tournée vers les autres. Puis je m'en suis rendu compte assez vite après l'accident que j'avais ce pouvoir-là d'insuffler de l'énergie à des personnes, de leur redonner un espoir ou quoi que ce soit. Pour moi, ce que je fais, ça me paraît normal et c'est juste la vie. Et c'est vrai que c'est mes amis, c'est ma famille qui ont tendance à me rappeler que oui, c'est quand même assez incroyable tout ce qui m'arrive. Laetitia, la sœur de Guillaume, et Geneviève, sa mère, ont toujours été à ses côtés. J'ai confiance. Moi aussi, j'ai confiance. Lui, il m'a donné confiance. Alors que ce n'a pas toujours été le cas. Je suis passée par des périodes d'anxiété assez importantes. Mais il m'a toujours rassurée, il m'a toujours montré que tout était possible. Petit à petit, il m'a communiqué cette sérénité. Je ne suis plus du tout la même que j'étais à l'époque de l'accident. Je ressens énormément de fierté et puis d'amour. Ouais, c'est vrai que mon frère, je l'aimais énormément, donc je suis contente pour lui qu'il ait pu réussir tout ça. À présent, c'est sereinement qu'elles envisagent l'avenir de Guillaume. On a du mal à imaginer ce qui lui a pu lui arriver par le passé. Le regard que je porte sur son évolution physique est plutôt rassurant pour une mère, mais le regard que je porte sur l'homme est bien plus important, je pense. Je suis très très fière de lui, de ce qu'il a pu accomplir, des choses que je ne pensais pas possibles. Guillaume, il me donne des fois l'impression d'être un rayon de soleil. Voilà, il irradie autour de lui et c'est de l'énergie positive. Donc je crois que c'est sa plus belle victoire à Guillaume, c'est de pouvoir apporter un petit peu de calme, un petit peu de joie aux personnes qui sont dans la même situation que lui, finalement. C'est à Vichy que nous retrouvons Guillaume, en plein travail. Oui, bonjour, c'est Guillaume. Le jeune chef d'entreprise est très investi. De l'administratif à la pratique, il est sur tous les fronts. Pour moi, devenir chef d'entreprise, c'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé avant mon accident. Et maintenant que je suis dans ce milieu-là, c'est vrai que je réalise que ma vie professionnelle, je ne sais pas vraiment ce qu'elle aurait été, mais je m'épanouis complètement dans ce que je fais maintenant. S'il est passionné par son travail, Guillaume l'est aussi par le sport. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous très important qui l'attend. À Dijon, Guillaume et son équipe de basket handisport vont disputer le premier match de la saison contre l'équipe de Saint-Avold. Je pense que je ne pourrais plus arrêter le basket fauteuil parce que la drogue est là, quoi. Et maintenant, c'est même pas, je ne le prends pas comme un handicap de jouer dans un fauteuil, c'est vraiment un accessoire et je considère le basket fauteuil vraiment comme un sport à part entière. Et comme pour tout sportif, à l'heure de l'échauffement, c'est la pression qui l'emporte. C'est un match important parce que c'est le premier match qu'on joue dans cette division. On vient de monter dans cette division-là, donc on va être très attendu. Là, on commence d'être une équipe de haut niveau. On est là pour gagner, ouais. Et on va gagner, j'espère. Geneviève et Laetitia sont venues encourager Guillaume. Et elles aussi se préparent à leur manière. Est-ce que j'aurai le droit de crier pour montrer mon enthousiasme ou est-ce que tu vas encore me... Modérément, pas tout le temps. Modérément, je dois bien me tenir quand même. Oui.
Après 40 minutes intensives de jeu, l'équipe de Guillaume arrache la victoire, 68 à 55. Oh là là. Je pense que vous vous réunissez. On a mis combien de points, ça compte pas? On a mis 55 points. 55, ouais. 55 ou 65 points, je sais pas. Bah, c'est une grande fierté, moi, de voir tout le monde a pu jouer. C'est important de prendre la main à un moment pour que tout le monde puisse rentrer, justement, que ce ne soit pas un match serré. Je suis très très fière, mon gars. Je pensais pas que t'allais arriver jusqu'à ce niveau-là. Bonjour Guillaume, merci d'être parmi nous. Ça dure combien de temps les mi-temps de basket? Comment? Ça dure combien de temps les mi-temps? Les mi-temps de basket? Les mi-temps, c'est 15 minutes et le match, 40 minutes. C'est comme un match de basket valide. D'accord. C'est un beau score quand même, 60 points. Ça veut dire que vous êtes très adroit. Il faut avoir des super abdos. Les abdos, justement, c'est ce qui manque souvent pour la plupart des joueurs, mais on compense avec les bras, l'entraînement. Et voilà, chaque personne apprend à compenser son handicap autrement. Ouais. Quelle énergie, quel mental. Vous êtes battu sans relâche pour arriver à ce résultat. Vous en êtes où exactement en matière de rééducation? Il y a encore des progrès à faire? Vous pouvez encore gagner du terrain? Je sens encore des progrès régulièrement, donc c'est vrai que je fais beaucoup d'exercices pour travailler les jambes à mon rythme, puisque je suis freiné par la spasticité de mes jambes. Si je fais trop de sport, par exemple, je vais avoir mal le soir. Donc voilà, à ce rythme-là, avec un entraînement un peu quotidien, j'arrive quand même à récupérer. J'ai plus de canne, je la prends de temps en temps dans des situations que je ne domine pas, mais dans la vie de tous les jours, chez moi, je n'ai plus du tout de canne anglaise. Donc les fauteuils, maintenant, c'est plus que pour le sport. Ouais. Avec le recul, quel regard vous portez sur ces médecins qui ont annoncé un diagnostic sans appel quand même? J'en veux à personne parce que le discours, je le comprends avec le recul. Plus jeune, c'est vrai que je leur en voulais un petit peu, mais maintenant, je me dis que tout le monde est content comme ça. Ça vous a donné la rage de vaincre? Oui, déjà. Et puis, en me disant que je ne remarcherais pas, si ça avait été le cas, parce qu'il y avait de fortes chances que ça arrive aussi, ça aurait été le verdict, ce qu'ils avaient annoncé. Et là, je remarche, c'est un miracle. Alors que si ça avait été l'inverse, qui m'avait dit que je pouvais remarcher, recourir, etc., et que je m'étais senti freiné, c'est là que j'aurais pu leur en vouloir, je pense. Donc le discours, je le comprends, et c'est vrai que j'en veux à personne là-dessus. Pourquoi vous aviez accepté de venir sur notre plateau la première fois? À l'époque, c'était plus pour ma mère qui avait écrit à l'émission. Et puis après, je m'étais rendu compte que ça pourrait peut-être aider des personnes dans la même situation que moi. Et puis si ça avait été le cas, suite au courrier que j'avais reçu après. Ouais, donc alors ça a été le cas? Vous avez eu beaucoup de courriers, beaucoup de réactions? J'ai eu pas mal de réactions justement après, que ce soit sur le forum ou par lettre, des gens qui avaient vu l'émission, des parents qui étaient dans la même situation. Donc pas mal de témoignages qui m'avaient vraiment touché. Donc c'est ce qui m'a incité aussi à revenir aujourd'hui, montrer qu'on peut aller encore plus loin. Ouais. Alors justement, je vous propose de lire tout de suite l'un des messages que vous avez reçus, l'une des réactions que vous aviez recueillies. Bonjour, je viens de regarder l'émission et j'ai trouvé tous les participants vraiment très courageux. Un grand bravo à tous et particulièrement à Guillaume qui a réussi à remarcher alors que son chirurgien ne lui avait laissé aucun espoir, ce qui montre une force de caractère exceptionnelle. Moi qui ai le même âge, je ne pense pas que j'aurais trouvé autant de force que lui. Est-ce qu'on peut dire, avant de vivre quelque chose comme ça, qu'on aura ou pas la force de se battre? Non, je pense pas. Comme je dis souvent, si on m'avait dit ça avant que ça m'arrive, si on m'avait dit demain tu pourras plus courir, comme la plupart des gens, souvent après avoir raconté mon histoire, beaucoup de gens me disent si moi il m'arrive ça, je me suicide ou quoi que ce soit. Et je pense que tant qu'on n'est pas confronté à cette situation, on ne peut pas savoir vraiment comment on réagirait. Et puis on ne peut pas savoir au niveau de l'entourage aussi. C'est tellement de choses qui rentrent en compte qu'on ne peut vraiment pas savoir avant. Ouais. Geneviève, est-ce que vous avez le sentiment que votre participation à toute une histoire a changé le regard que vous portiez sur votre fils? Oui, beaucoup, parce que j'ai repris confiance en lui. J'ai quitté un adolescent un peu égoïste et j'ai maintenant un fils qui est un homme que j'admire beaucoup, et ce qu'il a pu transmettre aux autres et qu'il continue de faire, parce que c'est un fédérateur, un cristallisateur d'énergie, et ce qu'il transmet à des jeunes enfants paraplégiques au basket, c'est vraiment
formidable, quoi. Là, vous avez quel âge aujourd'hui? 27 maintenant. 27, ça tourne. Une entreprise qui compte combien de salariés? Donc je suis associé avec une autre entreprise, il y a donc 8 salariés et 15 agents commerciaux qui sillonnent la France donc sur le projet. C'est ouais, une grosse entreprise. Un gros projet, ouais. Pourquoi vous êtes resté dans le secteur lié au handicap? C'était important pour vous ou ça s'est présenté comme ça? En fait, ça s'est fait naturellement. J'ai travaillé dans une banque pendant quelques temps. Et c'est quand je suis parti aux États-Unis que j'ai rencontré une personne qui fabriquait des fauteuils roulants, qui est lui-même en fauteuil roulant, qui est lui-même basketteur en e-sport. Et c'est cette rencontre, en fait, maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. Et c'est en rentrant en France que j'ai commencé à vendre quelques fauteuils comme ça, parce que le produit plaisait. Les gens n'avaient jamais vu ce fauteuil. C'était une marque américaine, donc les jeunes adorent. Et voilà, c'est fait un peu naturellement comme ça, où je me suis dit, pourquoi pas, il y a vraiment une demande. Qu'est-ce qu'il a, ce fauteuil de particulier? Rien de particulier, c'est un fauteuil comme un autre. Voilà. Sur les caractéristiques en elles-mêmes, c'est vraiment plus ou moins la même chose. Après, le nom, c'est une marque américaine, c'est Performax, donc voilà, pour les jeunes qui aimaient bien. Et puis surtout, c'est la notion de conseil qu'il y a derrière. En fait, nous, toutes les personnes qui fabriquent les fauteuils roulants sont en situation de handicap. Moi, je m'occupe vraiment de prendre les mesures. Chaque fauteuil est différent. Et c'est en ça qu'on essaye vraiment d'aller rencontrer les gens, leur montrer qu'ils peuvent faire plein de choses en fauteuil, chose que je n'avais pas connue à l'époque où moi, j'avais dû choisir mon fauteuil en France. J'avais été plus ou moins mal conseillé. Ouais. Pour votre métier, vous devez souvent prendre la route pour aller démarcher. Comment vous le vivez, ça, Geneviève? Je suis habituée. Vous n'avez peur? Je relativise aujourd'hui, mais les premières fois qu'il a repris la voiture, oui, j'ai peu dormi. Maintenant, je sais qu'il fait 60 000 km par an. Voilà. L'accident est arrivé à 2 km de la maison. C'est pas parce qu'il est très très loin que ça va se reproduire. Et il m'a appris à ne pas anticiper les problèmes. Il me dit que anticiper les problèmes, c'est les vivre 2 fois. Donc on vit l'instant présent. Et voilà. Je suis pas bête. Oui, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a toujours marqué depuis que je l'ai entendue et que je lui répète souvent. Ouais. C'est rentré. C'est vrai. Comment vous envisagez l'avenir à présent? Sentimentalement, ça se passe comment? Sentimentalement, je suis célibataire. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai un rythme de vie qui ne me permet pas forcément de rencontrer quelqu'un, de me stabiliser. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose que... j'ai encore le temps pour ça. Donc voilà, c'est pas une de mes priorités forcément. J'espère. Il y a des beaux exemples de belles rencontres, donc ça fait... Surtout, vous allez recevoir du courrier. Vous en avez conscience ou pas? Il y en avait déjà eu un peu la première fois après. Ah, d'accord. On fera suivre en tout cas. Je vais vous demander maintenant à tous les deux de signer le grand livre de l'histoire continue. Bravo en tout cas pour ce courage, ce parcours formidable. Et puis on vous souhaite plein de succès en tant que chef d'entreprise. Merci. Bon, vous reviendrez nous voir peut-être pour nous dire si vous avez trouvé l'amour. Oui, ça sera notre thème. Merci beaucoup pour cette confiance et cette fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces souvenirs. Depuis des années, ils vivent en couple, mais ne font plus l'amour. Quel problème bloque actuellement votre couple? La libido, complètement inexistante, pour moi en tous les cas. 6 ans de vie commune, on l'a fait peut-être 10 fois. J'avais l'impression de vivre avec lui comme un frère ou comme un copain. Ils n'ont plus aucune intimité. On s'aime profondément. Mais je suis fermée à toute marque de tendresse. Quand on s'est connus, c'était pas quelqu'un qui avait une libido très forte. Je me suis pas plus inquiété que ça, quoi. Je pense que c'est déjà une preuve d'amour que de faire voir que je vais pas la bousculer. Mais d'où viennent ces blocages qui les empêchent d'être épanouis? Quand vraiment j'ai pris conscience que j'étais enceinte, je me suis sentie à 2 et plus toute seule. Et du coup, j'avais plus envie d'être à 3 dans le lit. Quel événement, la naissance de votre fille, a-t-elle fait renaître en vous? Une agression sexuelle quand j'étais enfant. Je pense que je lui fais subir en fait tout ce que j'ai gardé, toute la haine que j'ai. On continue de vivre notre vie. Il y a juste cette partie-là qui ne fonctionne plus.